Voilà, je commence comme ça. Allez-y. J'avais 20 ans, une idée de venir à Paris à l'école des Beaux-Arts, c'était... bon. Eh bien, décidé avec mon grand-père, qui a décidé à m'envoyer à Paris, c'est-à-dire m'accompagner à Paris parce que j'avais 20 ans. À l'époque, c'était trop jeune pour aller tout seul à Paris. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Ça s'est décidé. Et puis, j'ai cherché tout de suite des personnages importants à Langres. Il y avait un qui commençait à monter. C'est vraiment un écrivain qui aime la peinture. Et voilà, c'est lui qui m'accompagne aujourd'hui. C'est M. Patrick de la Perrière, que le connaît tout le monde, puisqu'il est directeur de l'actualité magazine. L'univers des arts. Tu peux recommencer là, oui. Maintenant, le fameux univers des arts. Attendez, Voilà. excusez-moi. Ouais, bonjour Michel-Henri. Ce qui serait intéressant pour commencer cet entretien, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment vous êtes rentré aux Beaux-Arts. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré aux Beaux-Arts? C'était mon rêve de jeune provincial, de venir à Paris le plus vite possible, mais à l'époque on ne lâchait pas un garçon de 16 ans à Paris comme ça, et mon grand-père a décidé de m'emmener à Paris, de me faire visiter Paris, et d'aller voir l'école des Beaux-Arts, de rentrer dedans avec crainte, parce qu'à l'époque c'était un lieu un peu... C'était un peu le temple. Un peu, oui. Le temple de l'art. Le temple de l'art, et en même temps de chahut et tout, comme beaucoup d'universités. Alors j'étais ravi, j'ai voulu venir absolument, mon grand-père me soutenant. Mes parents ont décidé qu'à la rentrée prochaine, je viendrais m'inscrire. Et voilà. Et je suis rentré encore à Langres, comme ma ville natale, où on fête justement Diderot cette année, le tricentenaire. Et puis, je suis arrivé, comme Langres est très escarpé, je me suis dépêché de les mettre et de descendre la rue Bouillère goudronnée, et de me casser la gueule et de me rafler toute la figure. Voilà, mon entrée avec Paris. Donc alors, vous êtes rentré aux Beaux-Arts vers 1948, je crois, vous aviez 20 ans. C'est ça. Et puis, vous êtes resté aux Beaux-Arts jusqu'en 1955. J'ai été un peu entraîné parce que mes deux patrons de l'époque, c'était Patrick de la Perrière. Non, pardon. Narbonne. Beaucoup plus tard. Narbonne et Chaplin-Midi. Et tout de suite, ils ont vu que j'étais vraiment intéressant pour eux d'avoir un sous-patron. Voilà. Le patron, alors on m'a nommé Massier. Massier. Et puis j'ai eu du mal à m'en dépêtrer parce que personne ne voulait faire Massier, comme on dit, parce qu'il y avait du boulot. Donc vous avez été dans ces ateliers en même temps que Bernard Buffet, je crois. Exactement. Sauf que justement, peut-être, il y avait une concurrence parce qu'on ne s'est pas tellement fréquenté. Et il a essayé de quitter l'atelier le plus vite possible. Il a eu la chance d'avoir Carnier, bravo, il a fait la belle carrière que nous connaissons. Ensuite, alors, quand vous êtes sorti diplômé en 1955 des Beaux-Arts, je crois que vous avez eu la chance de faire un séjour à la Maison des Cartes à Amsterdam, puis à la Casa Velasquez de Madrid. Oui, c'est ce qui m'a rendu moins sauvage et vraiment m'habituer immédiatement à l'étranger, à essayer à parler un peu de l'espagnol, un peu même de néerlandais, et puis d'aller là-bas et contacter des personnes, des artistes aussi bien espagnols que hollandais, de patrie des arts aussi, naturellement. Et sur place, j'ai même, en Espagne, fait des grandes amitiés dans les personnages, où même le roi est venu à la Casa Velasquez, saluer, etc. Quand vous avez fait la Maison des Cartes, c'était 1 an, je crois, le séjour était 1 an. Par contre, à la Casa Velasquez, c'était 3 ans.
3 ans. 3 ans, puisque vous y avez été en 57, 58 et 59, Ouais. et que vous avez donc pu ramener d'ailleurs, je crois me souvenir, des toiles, beaucoup de toiles que vous aviez fait là-bas en Espagne. Voilà. Et ça m'a permis d'envahir l'avenue Matignon. C'est très bien. Votre première galerie, je crois que votre première galerie, ça a été la galerie Romanet, en 65. Ah ben c'était le rêve de tout le monde, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de galerie. Et tout de suite, il y a eu 2 ou 3 galeries qui sont arrivées avec le triomphe et on se battait pour se faire admettre. Et à l'époque, Romanet était la plus fameuse, avenue Matignon, l'avenue prestigieuse. Aussi. Et voilà. Et je crois, d'après mes souvenirs de lecture, je crois que Greta Garbo était venue à la galerie Romanet et vous avez acheté 2 toiles. C'est ça. Alors là, pour l'anecdote, j'arrive au Beaux-Arts parce que j'étais toujours fourré pour voir s'il y avait du monde, pour voir si ça avait du succès. Et sur le trottoir, je reconnais Greta Garbo, qui à l'époque était une grande star, avec 2 tableaux dessous, et qui sortait, mais je n'avais pas vu sortir. Et ça y est, on m'a volé mes tableaux. Et je n'avais pas reconnu Greta Garbo. Alors, quand même, elle avait l'air bien. Bien, chic, et nos regards se croisent. Elle était à la porte. Alors j'ai dit, mais vous avez des tableaux? Oui, j'ai trouvé un jeune peintre qui me plaît beaucoup. Voilà. Ah ben je lui dis, c'est moi. Alors on est rentré à nouveau à la galerie et j'ai été entouré tout le monde de photographies avec elle, que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai perdu dans mes déménagements. Et voilà. C'est bien. Et donc, après Romanet, vous êtes parti, donc à ce moment-là, vous êtes passé vers une autre aventure qui était les Galeries Finlay. Oui. Parce que là, à partir de 1967, vous avez été dans pratiquement toutes les galeries Finlay du monde, en Amérique, ailleurs, etc. Oui, justement, c'est au moment où la galerie Finlay, qui était la grande galerie américaine, s'est installée à avenue Matignon, sentant que c'était vraiment l'endroit où il fallait être absolument. Donc, on m'a réquisitionné, pour ainsi dire, pour tout de suite commencer une exposition chez Romanet. Alors, chaque fois que je citais, je suis chez Romanet. C'était vraiment... Alors, je venais de quitter des copains des Beaux-Arts qui, comme moi, n'avaient pas de galerie et commençaient à faire des envieux. Et ça a démarré très bien, mais j'ai pas été vache parce que j'ai su m'entourer de gens de qualité et même des anciens qui venaient d'arriver comme Tereskovitch ou des gens de qualité, oui, mais de la génération d'avant. Et je me suis très bien entendu avec les quelques anciens. Et ensuite, quand vous êtes passé à la galerie Wally Finlay, vous avez connu comment Wally Finlay? Comment vous avez rencontré Wally Finlay et comment vous êtes rentré dans ce système de galerie? Eh bien, c'est le charme de sa comment dire, sa vendeuse numéro 1. De sa directrice. Sa directrice était Simone Caroff, qu'on a connue. Qui était fameuse dans le tout Paris, qui était toujours chez Maxime. Très mondaine. Très mondaine. Donc elle ne fréquentait que des gens qui pouvaient acheter des tableaux. Comme ça, elle n'avait pas à se fatiguer. Elle n'était pas déçue. Et ça a très bien marché. J'ai commencé à faire New York et Chicago, qui était l'endroit maire de tout ça. La première galerie était à Chicago. Et du coup, ça leur a donné tout de suite l'idée de faire une galerie à Paris, où je me suis engouffré tout de suite. Avenue Matignon. Avenue Matignon, voilà, qui était une très belle galerie. Oui. Et donc, je crois que ce succès, le succès que vous avez eu chez Wally Finlay, ça a été vraiment un succès international, puisque vous étiez en France, à Paris, vous étiez à Chicago, Palm Beach, Miami, New York, enfin ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Après Wally Finlay, en 89, je crois, vous êtes rentré à la galerie Étienne Sassy, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, ça a été une rencontre encore avec Étienne Sassy qui vous a permis d'exposer largement à avenue Matignon, toujours à avenue Matignon. Oui, bien sûr, parce qu'il a été directeur de Finlay à Chicago. Et c'est lui qui a
qui a dit pourquoi pas m'envoyer à Paris, Voilà. moi français, faire une succursale pour et amener parce que j'avais du succès à New York, il n'y a pas de raison que j'en ai pas à Paris. Et ensuite il a créé sa propre galerie, Étienne Sassy. Ah ben ça, c'est au décès de la dissolution, si on peut dire, des galeries. Des deux frères Finlay. Alors ça a été après, ça a continué un petit peu sous le nom. Et ensuite, vous avez eu des expositions qui ont marqué un peu votre carrière. Par exemple, l'exposition au château de Sédières, où vous étiez reçu par Madame Chirac. Ben oui, Madame Chirac étant une élue de la Corrèze. Elle a décidé un très beau château qu'il fallait restaurer, remettre. Alors, elle m'a trouvé à travers les salons pour me dire, vous ne voudriez pas venir, on inaugure et en même temps, on va faire des travaux nécessaires. Là, vous allez profiter à la fois d'un lieu prestigieux et nouveau, et en même temps on en parlera, d'autant plus que c'est une restauration d'un château qui appartient au département, et je suis une élue du département, donc je veux travailler. Et donc je crois que cette exposition a été très remarquée. Ça a fait un gros succès, non seulement régional, mais aussi sur le plan international. C'est-à-dire que ça commençait à peine de faire des grandes expositions nationales, des peintres nationaux qui exposaient à Dieppe, qui exposaient à Marseille, qui exposaient, mais le côté capital n'existait pas. Alors, et puis ensuite, il y a aussi une très belle exposition qui est très courue et qui est un petit peu une exposition incontournable pour les grands artistes, c'est le Château de Val. À le Château de Val aussi. Ça c'était une tradition qui continuait avec le ministre de la Culture de l'époque, mais aussi la tradition du département. Du département, oui. D'accueillir un maître, qu'ils appelaient. Alors quelques années avant, c'était en 1974, c'est là où vous avez rencontré le Shah d'Iran, quand vous avez été avec le Salon d'automne en Iran. Voilà. Premièrement, le Shah et la Shah Banu aimait déjà ma peinture, parce qu'il avait eu tout simplement un contact avec McAvoy, qui était notre ancien président du Salon d'automne, et qu'il avait commandé à son épouse, l'impératrice, son portrait. Donc, monsieur Maître McAvoy est allé là-bas vers le portrait de la Shah Banu, et ça a donné l'idée, malin comme il était, de provoquer une exposition du Salon d'automne en Iran. Les attirer pour avoir vraiment un peu d'Europe qui allait faire du bien à ce Moyen-Orient qui est toujours mouvant. Et naturellement, ça a eu un grand succès, le Salon d'automne. Et comme j'en étais petit à petit d'exposant en sous-président, en vice-président et en président, j'étais devenu président du Salon d'automne. Je suis donc allé triomphalement, en tant que président du Salon d'automne, présenter un salon d'automne français, avec des artistes français, complètement, où le Shah avait préparé un lieu magnifique pour nous accueillir, et accueillir aussi des artistes, ce qui ne se fait plus maintenant. On accueille à la rigueur des peintures, mais là, ils avaient invité tous les copains. C'était grandiose. Ah oui, c'était vraiment, c'était impérial. Alors, vice-président, vous avez été vice-président donc du Salon d'automne, et on peut revenir maintenant aux récompenses que vous avez reçues dans votre carrière, ce qui est assez énorme, c'est que vous avez été... Je m'embrouille un peu. En 1981, vous avez été chevalier de la Légion d'honneur. En 80. La même année, vous avez été médaille d'or de la Société nationale d'horticulture, qui a été une rencontre importante, puisque vous avez rencontré le ministre Michel Pointat. Voilà. Et vous êtes devenu président de cette société, d'ailleurs, la Société d'horticulture, pour la section Beaux-Arts. Ensuite, en 85, vous avez eu le mérite agricole, du fait justement de votre participation à la Société d'horticulture. Michel Pointat, le grand ministre de l'Agriculture. Et en 86, vous avez été médaille de vermeil de la ville de Paris. Et aussi, vous étiez déjà depuis de nombreuses années d'ailleurs une
médaille d'or importante, qui est la médaille d'or du Salon des artistes français, qui est, Oui. qui est le salon le plus ancien Plus du ancien. monde, puisque ça a été créé sous Louis XIV. Exact. Voilà, donc vous avez eu ça. Ah, pas moi. Hein. Non, non, pas vous, vous n'êtes pas né sous Louis XIV, non, non. Et ensuite, vous avez été donc continué avec des rencontres avec Madame Chirac, Madame Barre, Mademoiselle Jeanne Moreau, la princesse de Polignac, etc. Voilà, vous Voilà. avez fréquenté tous ces gens-là dans les différentes, qui sont venus vous voir dans les différentes galeries où vous aviez exposé. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les artistes que vous avez connus? Donc, je crois qu'il y a des gens comme Brasilier, Buffet, bien Oui. sûr. Oui, pour moi, ce sont les. Oh, mais il y avait Guy Ramand qui était. Mais Guy Ramand, de la belle Cassignol. qualité, Cassignol, qui fait une carrière somptueuse en Extrême-Orient. Dans l'Extrême-Orient, hein, en Et- Asie. Mais voilà. Et j'étais toujours entouré de la qualité parce que c'était naturel. Ouais, ouais. J'aimais ce qui était Ouais. beau. Et on ne peut pas me reprocher d'avoir aimé ces gens-là parce Ouais, que ouais. pour moi, c'est ma génération Ouais, et je la défends. Ouais, ouais. Mais je crois que vous avez toujours aimé, vous n'aimiez pas, d'après mes souvenirs, faire artiste, comme on dit. C'est-à-dire que même quand vous étiez jeune, aux Beaux-Arts, etc., vous mettiez un point d'honneur à toujours être bien habillé, à toujours être Ah, propre, bien à sûr. toujours être J'ai toujours distingué. C'était se déguiser en artiste, j'appelais ça. Ceux qui se faisaient de la chienlit et tout ça, même s'ils avaient une vie normale et de l'argent des parents pour faire leurs études, il y avait Il y avait toujours le ce, truc, ce côté bohème, le côté bohème, ça faisait démoder. pour jouer aux artistes. Un peu. Et alors moi j'ai eu à cœur d'être un artiste bien foutu, bien. Alors j'allais déjà chez... Aussi, vous aviez donc cette possibilité d'exposer et de vendre facilement, puisque vous avez été assez dans le régime commercial assez rapidement. C'est-à-dire que dès que vous êtes sorti des Beaux-Arts, ça a démarré. Ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué d'être commercial et tout de suite. Mais je lui dis, c'est mon métier, je vis de mon métier, c'est tout. Mais commercial, ça ne veut rien dire, en fait. Ben oui, parce que mais... commercial, c'est à partir du moment où on vend des toiles, on fait du commerce. Ben oui, c'est vendre des toiles, alors je ne peux pas avoir autre chose. Oui. Alors les pommes qui existent, je les peignais, Ben je voilà. vendais des pommes. Et je vendais des pommes, voilà. Ah, c'est ça. Donc, maintenant, on peut parler du Japon. Donc, vous aviez fait la connaissance de M. Takeda il y a quelques années déjà. Oui, Ça commence à oui, compter. ben, il m'avait repéré, lui. Lui aussi, il savait. Parce que je crois que quand on voit un peu votre carrière, on se rend compte que vous êtes quand même un peintre, un des rares peintres, qui est vraiment un personnage, une figure picturale vraiment réelle dans le panorama actuel, en fait. C'était naturel. Ah, c'était alors naturel, c'est oui. une chance. Peut-être que la province m'a fait beaucoup parce que j'ai toujours été plutôt parisien à Langres dans ma ville natale que Que l'endroit à Paris. l'endroit à Paris. Ça n'a jamais collé. J'étais fait pour Paris, mais il fallait que j'attrape la bonne porte. La bonne porte. Voilà. Donc Et puis là- d'avoir assez de charme, De de culot quelquefois Pour avancer. Pour avancer. Donc M. Takeda donc, vous a remarqué et il vous a pris sous son aile un peu pour le Japon. Ben, je dois lui rendre hommage parce qu'il avait vraiment eu. Il m'a pris à temps parce que je risquais de lui échapper, étant donné que ça commençait à vraiment bien marcher, que je pouvais me permettre de choisir. Mais lui, quand il m'a choisi, il comptait bien me tenir. Il comptait bien vous tenir. pour le- Et je crois qu'au Japon maintenant, on peut dire que vous êtes connu au Japon Ah oui, et que tout à fait. vous êtes vraiment dans le circuit Tout à circuit fait. artistique Ah, japonais. oui. Puis toujours accueilli gentiment, super agréable, des gens curieux qui. Vous savez, quand j'arrive dans un endroit, il y a déjà la queue avant que j'arrive. Mhm. Et à peine arrivé, j'arrive, je dis bonjour. Et hop, tout de suite, c'est l'applaudissement. Oui. Maintenant, ça ne se surprend pas, mais moi à l'époque, ça me Ça surprenait. surprenait. Ouais. J'ai jamais venu Matignon et jamais été applaudi. C'est pas dans la tradition française. Et voilà, alors c'était vraiment un charme de l'Orient Oui. qui m'a beaucoup fait du bien.
c'était une sensibilité qui me faisait plaisir. Mais quand vous avez reçu la Légion d'honneur, ça vous a fait plaisir aussi. Ah ben, je ne me demande pas si c'est pas possible de faire plaisir. Si, c'était vraiment... C'était une reconnaissance. Une reconnaissance, il faut quand même reconnaître, et là je prêche pour mes copains qui méritent, il n'y a pas assez de peintres ou de sculpteurs, mais oui, d'artistes qui ont la Légion d'honneur. Oui, mais je pense que vous la méritiez bien parce que vous avez quand même été un ambassadeur de l'art français à l'étranger. Enfin, ça a été un peu le critère. Le critère, voilà. Ouais. Il y a deux ou trois personnes qui vraiment avaient décidé de me suivre, si on peut dire, et de me pousser. Je ne vais pas les citer puisque je ne veux pas de politique, mais c'était quand même sympathique. C'était bien, c'était bien. Donc, d'ailleurs, dans le magazine, vous êtes souvent présente. Oui, mais là j'ai un copain qui dirige un certain magazine que je ne citerai pas. On parle beaucoup de vous, et à juste titre. Et je crois que c'est ce qui montre que, je dis ça parce que ça montre que les courriers qu'on peut recevoir, c'est souvent quand il y a des articles de vous, et on sent que vous êtes très présent dans l'esprit des gens quant à l'art. Et je crois que ça c'est important. Ben, peut-être c'est mon côté pas du tout sophistiqué, qui est très naturel, c'est ma nature. Je ne me force pas, jamais je me suis forcé, c'est toujours motivé et j'ai des raisons, si j'aime ou si j'aime pas. Bon, en général, j'aime, je n'ai pas de raison de m'occuper de ce que j'aime pas. Donc... Mais ce qui est drôle d'ailleurs, parce que je vous ai déjà vu souvent dans des salons, mettons au Grand Palais, au salon Comparaison, etc. Et on est surpris de voir le nombre de gens qui vont vers vous, que vous ne connaissez pas forcément, des gens qui passent, mais qui, eux, vous connaissent et qui vont vers vous pour vous parler, pour vous remercier, c'est assez émouvant. Bon, ben écoutez, donc si vous voulez un peu parler des expositions que vous faites au Japon, par exemple. Le Japon, c'est un peu un lieu privilégié, parce que j'y arrive un peu comme dans un sanctuaire. Je sais que tout sera épié, critiqué, épluché, et en général... Et admiré. Alors, je suis un peu coincé en arrivant, mais avec le charme oriental, ça s'arrange très bien. Et c'est à ceux qui vont m'inviter, venir voir mon exposition, pour pouvoir en parler. Là, j'arrive un peu chez moi. Ben voilà. C'est vraiment Mais je crois que vous avez de la chance aussi avec M. Takeda, c'est que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'art, la peinture, et qui, depuis de nombreuses années, se dévoue complètement pour la peinture française, pour l'art français, et figuratif français. Et ça, c'est une vocation pour lui. Il n'est pas question qu'il parle d'autre chose. Voilà, Bon, je sers d'abord de préambule pour connaître les deux gens, mais je sens que c'est grâce à moi qu'il ose, parce qu'il dit Michel-Henri vient bien, donc vous pouvez bien venir avec moi. Oui, c'est ça. Alors je suis pour lui une référence. Voilà. Alors ça fait plaisir. Mais c'est un homme charmant, c'est un homme professionnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Mais oui, je ne serai pas là depuis des années, je n'ai même plus compte, vous savez je ne sais pas, vous avez au moins... 30 ans 20 ans J'essaie de trouver des renseignements à l'extérieur. Et on ne s'est jamais fâché. Et on ne s'est jamais fâché. Voilà, on n'est jamais fâché. On s'écoute. En tout cas, nous avons toujours plaisir tous ensemble à le voir et à dîner avec lui quand il est à Paris, parce que c'est toujours un bon moment. D'ailleurs, il ne viendrait pas à Paris sans nous voir. Sans nous voir, exactement. Ben, j'espère que... Ben voilà, donc... on l'attend. On peut dire en deux mots aussi, vos toiles sont dans beaucoup de collections privées, dans le monde entier. Oui, bien sûr. Les États-Unis, beaucoup. Où j'ai forcément une exposition. Alors maintenant, avec M. Takeda, le Japon en permanence. Et puis dans beaucoup de collections royales aussi, vous avez eu des tableaux chez un roi d'Arabie, je crois. Oui, en Arabie, en Norvège,
la reine de Hollande. La reine de Hollande, oui, en Europe, bien sûr, mais un peu partout dans le monde, il y en a. Oui. Il y en a dans des musées au Japon aussi, il y en a un petit peu partout aussi, oui. Oui, à Kurosawa, il y a... À Kurosawa, oui, cette magnifique station de sport d'hiver. Oui, oh là là, c'est le Megève japonais. Vous pouvez, on parlait tout à l'heure des ateliers où vous étiez aux Beaux-Arts, Chapelain-Midi et Narbonne. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Parce que Narbonne ou Chapelain-Midi, ils ont des personnalités complètement différentes. Justement, c'était vraiment fait exprès parce que Narbonne était un peu rude, c'est-à-dire c'était construit, c'était fort, c'était pas... Et puis Chapelain-Midi, c'était l'harmonie, les couleurs, le charme, la lumière, et c'était tout ça. Alors j'ai mené tout ça et j'ai secoué, ce que n'a pas fait Buffet. Il est resté dans la sécheresse, mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui donne un peu un côté suave, ou généreux, voilà. Et nous sommes de la même année, exactement. De la même promotion. Ouais. Ben oui. Et puis malheureusement, il n'est plus là. Il a arrêté toute activité, le pauvre, et voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien, je crois qu'on a fait un tour un petit peu de tout ça.